Aujourd'hui, écriture chorégraphique, écriture chorégraphiée et corps politique avec Maggie Marin, David Mambouche et Elitsa Georgieva, tous trois à la recherche de ce qui se transmet. La Compagnie des Poètes, par Manu Farine. Et c'est jusqu'à 16h. I do not ordinarily write for radio, but I think that it is a medium which has not been fully exploited, and that there are great possibilities for writers in this form of expression. Maggie Marin, Elitsa Georgieva, David Mambouche, bonjour, bienvenue à tous les trois. La voix de Beckett, qu'on vient d'entendre, des histoires de transmission, de mère et fils, de mère et fille, de pays d'adoption, c'est tout cela sans doute qui vous lie aujourd'hui, tout cela, et ce que la danse peut bien faire du texte et au texte, et vice-versa. Elitsa Georgieva, née à Sofia, en Bulgarie, ce pays qui n'a pas de bol, dites-vous, cinéaste, écrivain et un rapport au texte qui cavale du côté de la scène et de l'image. Ça donnera un premier roman, Les cosmonautes ne font que passer, qui paraît aujourd'hui en folio, un film, des performances et un tout frais, pas de deux, pour Concordance, saison 13, festival qui noue un chorégraphe et un écrivain, danse et littérature, le temps d'une création commune. La vôtre, titrée Plague 92, résultat d'une rencontre avec le chorégraphe Philippe Lafeuille, se joue dès le 19 mars et jusqu'au 19 avril dans divers lieux, scènes d'Île-de-France. Dans ces textes, c'est ce qui travaille apparemment Maybe, pièce quasi inaugurale que vous créez en 1981, Maggie Marin, celle qui depuis fait établi ou matrice ou outil de travail pour votre compagnie. Maybe donc comme repère dans l'histoire de la danse contemporaine. Tube absolu, joué, dansé partout dans le monde depuis plus de 30 ans. Maybe comme May, la mère de Beckett. Maybe comme Beckett, remis sur le métier une fois encore par le Théâtre de la Ville jusqu'au 11 mars à l'Espace Cardin à Paris. Maybe comme un collage possible de vos lectures de Beckett, fin de partie, Godot, va-et-vient, acte sans parole. Maybe comme acte de naissance, celui d'une chorégraphe. Et puis la vôtre, David Mambouche, né en 81 dans Les odeurs d'argile de cette pièce, et qui signait Maggie Marin, L'urgence d'agir, documentaire filmé à hauteur d'enfant, à la recherche, dites-vous, de ce qui se transmet. Raconte-moi, dites-vous à votre mère Maggie Marin, à commencer, encore, dirait Beckett, par Maybe. Et David Mambouche danse de la tête en écoutant ce bref extrait de Maybe. On entend presque ce qu'on voit. Ces corps, 10 corps sur le plateau, des corps empêchés, empêtrés, difformes, poussiéreux, couverts d'argile, grimés d'argile, dents noires, guenilles blanches, empêchés dans leurs gestes comme dans leurs verbes. C'est ce qu'on entendait aussi dans ce bref extrait. Avant de parler peut-être de cette ligne de basse de la pièce, à savoir Beckett, un mot peut-être, Maggie Marin, sur l'histoire de la réception de la pièce, donc créée en 81, mal, ou en tout cas peu reçue dans un premier temps, et puis très religieusement regardée. Aujourd'hui, à l'époque, il avait fallu attendre les premiers articles élogieux parus aux États-Unis pour que quelque chose se passe ici, en France, enfin. Où en était la danse et peut-être le public américain au début des années 80 pour que Maybe y soit d'abord compris? En tout cas, avant, ici. Maggie Marin. Je ne pense pas que le public américain ait mieux compris que le public français. Je pense qu'il y a une critique, Anna Kisselgoff, qui a saisi quelque chose de la pièce que d'autres n'avaient pas vu et qui a fait un magnifique article et un long article argumenté dans la presse, dans le New York Times.
Je pense que c'est ça, en fait, qui a fait que, comme elle était très reconnue comme critique de danse, de fait, sa critique a fait changer d'avis beaucoup de gens, disons. Mais au niveau du public, par exemple, quand on a joué aux États-Unis, il y avait aussi des grappes de 50 personnes qui sortaient de la salle comme ça, tous ensemble. C'était un peu impressionnant. Vous vous souvenez de ce que disait cet article, oui, j'imagine? Je pense qu'elle avait perçu le rapport au fait que j'étais chorégraphe, le rapport de Beckett au corps qu'il décrit dans ses textes, et peut-être le fait que je sois chorégraphe et danseuse. Elle avait fait des liens, quoi, ce que beaucoup d'autres gens n'avaient pas fait, je pense. Alors le succès n'a fait qu'empirer, dites-vous, en bonne beckettienne dans le film. Et il suffit de voir la salle de l'espace Cardin. Il y a effectivement quelque chose de presque religieux dans la façon dont le public désormais se déplace pour voir cette pièce-là. Au point que Maybe est aussi la pièce qui vous a permis parfois de faire tenir économiquement la compagnie, même clairement. Quelle relation est-ce que vous entretenez avec la pièce aujourd'hui, Maggie Marin? C'est-à-dire encore Maybe. Est-ce qu'il est arrivé que Maybe encombre? C'est toujours embêtant quand les choses sont dures à être soutenues au début, quand on les fait. Et je pense que c'est encore vrai de beaucoup de jeunes artistes et de beaucoup d'œuvres qui sont créées aujourd'hui. Donc il y a toujours ce moment où tout le monde se tâte pour savoir si ça vaut la peine d'applaudir ou pas, enfin, quelque chose comme ça. Et après, de voir que tout le monde s'engouffre dans ça, c'est un petit peu pénible quand même, on va dire. Après, on va pas se plaindre parce que ça nous fait vivre, parce qu'à un moment donné, la reconnaissance, elle est importante aussi pour d'autres œuvres, d'ailleurs, pour d'autres travaux. David Mambouche, vous qui êtes né, dites-vous, dans le film, dans les odeurs d'argile, qu'est-ce que c'est que Maybe pour vous? Maybe, ça a été justement tressé dans ma vie depuis le départ. Moi, j'étais dans le ventre de ma mère quand elle le dansait, quand elle le transmettait, enfin quand elle le créait. Et puis après, toute ma vie, il est réapparu, oui, comme un fil rouge aussi dans ma vie. Donc c'était normal que sur les 37 ans qui viennent de s'écouler, ce soit, puisque le film parlait de ces 40 ans-là, que ce soit un fil rouge aussi dans le film. Quel souvenir d'enfant, par exemple, pourrait-vous venir de Maybe Puis après tout, c'est bien à hauteur d'enfant que vous filmez aussi. Je raconte je dis dans le film qu'il y a ma nourrice, une femme qui a compté pour moi, qui était dans la compagnie, qui m'a gardé quand j'étais petit, Cathy Polo. Et je me rappelle très bien que quand elle donnait le gâteau, elle arrivait avec le gâteau dans la scène de l'anniversaire et qu'elle n'avait pas de part de gâteau parce que tout le monde lui avait pris sa part de gâteau, je pleurais. Parce que voilà, donc ça c'était un événement marquant par exemple de mon enfance avec Maybe, oui. On écoute un extrait. Fini. C'est fini. Ça va finir. Ça va peut-être finir. Die
Ein Mensch und starrt in die Hölle. Alors, je ne voudrais pas spoiler Maybe, disons que nous sommes vers la fin, la toute fin. Schubert, donc, d'un Doppelganger interprété par Fischer-Dieskau, bien sûr, on y reviendra. Et puis, qu'on entendait en tout début, le fini, c'est fini, ça va finir, ça va peut-être finir, emprunté à fin de partie de Beckett. Fin de partie, si je ne me trompe pas, Maggie Marin, c'est par là que vous entrez dans l'œuvre de Beckett. Vous avez 20 ans, vous êtes à l'époque à l'école Mudra de Béjar à Bruxelles, qui vient tout juste d'être créée. Qu'est-ce que cette lecture vous fait pour que vous en parliez comme d'une lecture qui va vous mettre, ça c'est dans le film de David Montbouche, que cette lecture vous met sans dessus dessous, littéralement. Qu'est-ce qu'elle vient déranger jusque dans votre compréhension de la danse? Bien déjà, les choses qui sont pas pratiques, je sais pas comment dire en fait, le rapport entre les deux êtres comme ça, du corps des deux êtres qui ne peuvent s'empêcher de vivre ensemble et qui sont dans la dépendance l'un de l'autre, mais qui finalement ont du mal à vivre ensemble aussi, quoi. Donc cette question du corps et de la communauté aussi dans laquelle on est et avec laquelle on doit faire. Mais c'est aussi dans l'écriture même de Beckett la question de l'humour, aussi les temps de pause, enfin toute la construction en fait, la façon dont les mots sont posés dans la pièce même, avec c'est déjà comment ça commence, fin de partie, c'est Clove qui n'arrête pas de faire des pas en fait, 8 pas à droite, 8 pas à gauche. Il y a des petites annotations qui disent rire bref. Donc c'est très très précisément écrit en fait, et les didascalies et cette façon de mêler à la fois les déplacements des corps, les sons qui ne sont pas du texte, les mots qui viennent se poser et les temps de pause, cette musicalité-là en fait qui me bouleverse. Au fond, c'est moins le théâtre que vous allez chercher chez lui que les corps, à proprement parler, chez Beckett. C'est un ensemble en fait. Je pense c'est effectivement je sais pas. Je pense que vraiment la question rythmique aussi est très très importante. Comment, comme je disais en fait, cette musicalité, cette façon de poser des personnes, des personnages et de les faire dialoguer entre eux avec le corps qu'ils ont dans l'espace, avec toute une composition rythmique et vocale dans lequel les mots viennent s'insérer, qui me semble, et le silence aussi, c'est ça aussi qui m'a... Mais j'ai mis du temps à saisir, en fait. C'est quand je disais que j'étais sans dessus-dessous, c'est que je comprenais pas, en fait. Oui, parce que... Je pense qu'au début, j'ai rien compris. Vous dites que ça a mis presque 10 ans avant que vraiment vous décidiez à affronter tout ça, au fond, et aller toquer à la porte des éditions de Minuit pour présenter un projet. Avec le corps qu'ils ont, dites-vous, Maggie Marin, qu'est-ce que ce serait que le corps beckettien pour vous? C'est curieux d'ailleurs quand j'entends parler des corps difformes de Maybe, par exemple. En fait, je trouve pas qu'ils sont tellement difformes. Oui, il y en a qui sont plus ou moins épais. Ils sont un petit peu... Mais en fait, si on regarde dans la rue, il y a aucun corps qui est... Tout le monde est difforme, en fait, j'ai l'impression. Au fond, ce sont les corps glorieux de la danse classique qui sont difformes. De la danse classique, de la publicité, de la mode, d'une certaine beauté, d'une référence dont on nous bassine la tête, en fait. Parce que ce serait la beauté, quoi. La beauté féminine en particulier. Ça veut dire que Beckett vous aurait aidé à penser le corps, ou en tout cas à repenser le corps, et du même coup à repenser le corps dansant? Une certaine beauté, reconnaissable à la différence entre les corps, divers corps, et ce qu'on appelle difformité, en fait, quelque chose qui finalement devient tellement singulier chez quelqu'un, et c'est ça sa beauté, en fait. Donc c'était important pour moi de reconnaître une beauté autre que celle qu'on m'avait appris à aimer, puisque j'ai fait de la danse classique depuis l'âge de 8 ans, donc ma référence aussi, c'était des corps très longs, très compétitifs. Après, c'est vrai que j'avais vu des danseurs, des gens danser,
Et que la question du rapport à la danse, quand on n'est pas technicien, quand on n'est pas professionnel, ça me posait aussi question. Par exemple, des personnes âgées qui dansent, des enfants qui dansent, des corps assez lourds qui dansent. Enfin, j'avais vu des choses comme ça dans ma famille. On dansait chez vous ? On dansait, oui, au Noël, enfin, mais on dansait comme on danse en Espagne, en fait, sans honte. C'est-à-dire, on dansait comment ? On dansait quoi ? Les gens se lèvent et dansent, quoi. Ils n'ont pas besoin d'avoir de diplôme pour aller danser, ni pour chanter, d'ailleurs. Vous dites, vous rappelez bien aussi dans le film, que le corps, jusque-là, pour vous, c'était le corps classique, y compris d'ailleurs celui de Béjart, qui certes a fait bouger des lignes, beaucoup, que vous reconnaissez, mais qui malgré tout continue à mettre sur le plateau des corps glorieux, des corps beaux, des corps compétitifs, comme vous dites. Et dans le film, on vous voit d'ailleurs furtivement, pas très longtemps, mais on vous voit danser en 75, je crois que c'est Aqua Alta que vous dansez pour les ballets du XXe siècle. Et Maybe, c'était aussi régler ses comptes avec cette danse-là, alors en tout cas avec ces corps-là, mais aussi avec cette danse-là. J'aime pas le terme de régler les comptes, parce qu'on les règle jamais, ça continue d'agir, cette chose-là, socialement. Donc, si je règle mes comptes avec quelque chose, ça résout pas les problèmes, quoi. Par contre, tenter par le travail que je pouvais faire avec d'autres, de fissurer en fait cette image des corps dansants, ça c'était important, oui, d'essayer de donner de la place. Mais je pense que la danse contemporaine a ouvert quand même des choses dans les années 80. On a eu des personnes qui avaient un peu des cheveux blancs, des danseuses qui étaient mères, voilà, avec des seins, avec des hanches. Alors que quand j'étais jeune, c'était assez mal vu. Une femme qui avait des enfants, elle était foutue, quoi, comme danseuse. On l'a considérée, c'est quand même incroyable, quoi. Que ça, c'est. Donc, il y a des endroits où ça arrive encore. Encore, oui, absolument, oui. Enfin, mais je veux dire, je parle de la danse, enfin du milieu de la danse en France. C'est vrai que c'était comme ça dans les années 60. Je pense, petit à petit, c'est quand même, ça a quand même changé. La danseuse était aussi, je parle des femmes, était aussi femme, mère. Et donc, oui, c'est... Qu'est-ce que ces 15 premières années de danse classique, Béjart compris, donc je compte large, ont fait de votre propre rapport au corps, à votre propre corps, à vous? J'étais très très heureuse de faire de la danse classique tout le temps que je l'ai fait. J'ai simplement, à un moment donné, réalisé que je ne connaissais que ça, que je pensais que c'était ça, voilà. À part les danses dont je parlais, les danses populaires que j'avais vues en Espagne, dans ma famille, au moment des fêtes familiales, mais sinon, j'avais aucune idée ni de la danse allemande, ni de la danse américaine, ni de la danse contemporaine. J'avais aucune idée de tout ça, donc j'étais dans une ignorance totale. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé que je ne connaissais que ça et qu'il y avait 10 000 autres choses à découvrir. Et là, je me suis attelée à essayer de mettre ma technique, la technique classique que j'avais apprise, en perspective avec toutes les autres choses et de voir aussi la répression qui existe aussi dans la danse classique, en fait, qui peut exister. Mais c'est pas la faute de la technique, c'est souvent des gens qui font la répression. Les techniques, elles sont pas forcément... c'est comme si on disait que le yoga, ça dépend du prof, quoi. Ça dépend de comment c'est enseigné. Il y a de la rigueur, il y a de l'effort, il y a de la rigueur, il y a de la discipline. Mais c'est pas forcément pour soumettre des gens qu'on fait ça. D'ailleurs, vous continuez évidemment à travailler les bases classiques avec vos danseurs, qu'on voit d'ailleurs aussi dans le film de David Mambouche. Comment l'enseigner sans justement contraindre ou enseigner ce corps-là? C'est toute une esthétique, je le dis un petit peu du pomponnage, du parfum, dans le classique des chichis, en fait aussi, des choses très très délicates. Il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de chair, les dents, voilà. Donc travailler la danse classique aujourd'hui, pour moi, c'est une technique. C'est pas, je fais pas de la danse classique, je fais de la technique classique quand je fais comme je ferais un cours de yoga, exactement au même endroit, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe, en fait? Cette danse classique, cette technique classique, elle a aussi des capacités de faire découvrir des espaces dans le corps, dans les articulations,
de placer l'espace autour de soi, au même titre que d'autres techniques. Je pense à des arts martiaux, par exemple. Donc, si on le fait pour la galerie, j'ai envie de dire, si on le fait pour une image, c'est une chose. Si on le fait comme travail profondément intense d'une respiration en fait dans le corps, ça change tout. Ça change toute la façon de le faire. Et on a un magnifique professeur, Norio Yoshida, qui était un excellent danseur, mais qui est surtout aussi maintenant un très bon pédagogue et qui enseigne à nos corps fatigués, puisque nous sommes il y a des jeunes danseurs dans la compagnie, mais il y a aussi des danseurs un peu plus mûrs. Et donc, en fait, c'est la sève de la technique classique qu'on continue de pratiquer. David Mambouche, quel rapport au corps est-ce que votre mère vous aurait transmis, vous qui avez grandi parmi les corps? Un rapport créatif d'abord, parce que c'est comme ça que les gens auprès desquels j'ai grandi, la petite troupe, la communauté dans laquelle j'ai grandi, évolué, s'exprimait. D'abord par le corps. Donc le corps, c'était de toute façon un outil d'expression. Et puis ça allait bien avec mes goûts personnels, puisque moi tout petit c'était Charlot et donc ça allait ensemble. Enfin moi je le voyais, pour moi Maybe c'était comme aussi Charlot. Enfin c'était comme du cinéma muet. Je précise que vous êtes devenu comédien. Oui, je suis devenu comédien après, c'est vrai. Mais en tout cas, il y avait clairement l'idée de l'expression du corps en tant qu'outil de jeu, de théâtralité, de rapport aux autres, de rythme, de musique aussi, pour revenir là-dessus. Voilà, c'était toujours présent, se déguiser aussi, se transformer. Que le corps qu'on a n'est pas condamné en fait à exprimer ce qu'il exprime socialement. C'est aussi ça, c'est se défaire aussi de l'image sociale du corps pour rentrer dans un corps qui pourrait être celui d'un autre, de quelqu'un qu'on voit dans la rue, aussi bien d'un homme que d'une femme d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui traverse ma vie, oui, c'est sûr. Alors avant d'en venir rapidement à la rencontre physique avec celui-là, comme vous dites, Maggie Marin, en parlant de Beckett, on écoute l'un de ceux qui l'aura porté sur scène, je pense en particulier au Dépeupleur, Serge Merlin, disparu il y a 3 semaines, à propos de la dernière bande. On est en 2012 sur France Culture. Disons que Beckett s'est donné à l'intérieur de la dernière bande, s'est livré, s'est ouvert et presque a donné son secret. Et qu'il est beaucoup plus recouvert dans toutes les autres œuvres par des prudences peut-être, je ne sais, en tout cas des compositions de travail philosophiques, littéraires, des labyrinthes dans lesquels il fait rentrer l'œuvre, ses personnages, sa réflexion, qui font qu'il est, comme qui dirait, agissant dans un espace qu'il regarde, et dans lequel son humour pourrait être un cynisme, dans lequel son regard un peu pourrait être celui d'un entomologiste qui regarde ses mouches agir et son verbe se prononcer, tandis que là, il est, comme qui dirait, nu. Et moi, comment voulez-vous que je n'ai pas les mains qui m'en tombent devant quelque chose qui dit tout? Un Beckett nu, comme qui dirait. Quel est, Maggie Marin, celui que vous finissez par rencontrer aux éditions de Minuit, juste avant de monter Maybe? Je ne pourrais pas en parler comme il en parle, Serge Merlin, parce que je l'ai quand même vu dans ma vie peut-être 20 minutes. Furtivement. Donc j'étais très impressionnée, très très impressionnée. Mais je dirais une bienveillance dure, voilà, quelque chose comme ça. C'est-à-dire quelqu'un de pas du tout encourageant parce que je suis jeune ou parce que ceci, enfin, pas du tout une sympathie, une empathie comme ça visible, mais par contre un boulevard, en fait. Il m'ouvre un boulevard de liberté.
tout en ne me le disant pas. Voilà, quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup cette façon, cette générosité-là qui ne se montre pas. Vous dites que vous seriez très bien entendu. Voilà, je le trouve très très beau, oui. C'est vrai, oui. Oui, parce que Beckett, c'est un corps aussi, puisqu'on oui, en parlait. Très beau, très élégant. Corps d'oiseau. Je me demandais s'il en restait quelque chose d'ailleurs sur le plateau de Maybe. Je pense à cette façon que vous avez eu de grimer les danseurs, à ces nez qui s'allongent, à ces becs, à ces... Je pense que dans le rôle que tient Ulysse, enfin que tenait le père de David au départ, que David a tenu aussi d'ailleurs, celui qui a le long nez comme ça, c'est une figure en fait très antipathique dans la pièce, qui ne veut pas faire partie du groupe, mais qui en fait partie forcément. Enfin, et c'est vrai que je l'avais un petit peu identifié à Beckett. Alors, il vous dit peu, mais il vous dit quand même, il fait même bouger quelques lignes. En tout cas, il vous autorise à être aussi irrespectueuse que possible. En tout cas, c'est ce que vous en dites. Et parmi les pistes, alors on en a déjà entendu un petit peu, parmi les pistes Schubert, alors vous aviez déjà, Maggie Marin, choisi Schubert, notamment La jeune fille et la mort, et un lied, je crois, et lui vous suggère le premier et le dernier, qui sont en fait les deux qui sont Der Leiermann en ouverture et Der Doppelgänger qu'on a entendu tout à l'heure en fermeture, comme une protection, dites-vous, que vous avez placée là en ouverture et en fermeture. Comme une protection, autrement dit, il y avait danger. Mais on s'entoure, je trouve que c'était un cadeau qu'il m'a fait en me donnant ces titres-là, en fait, en me disant que c'était des morceaux qu'il écoutait énormément. Moi aussi, j'écoutais beaucoup Schubert. Mais en me citant particulièrement ces deux leaders, je trouvais que c'était un cadeau incroyable. Et oui, d'une certaine façon, c'est un peu comme des talismans, en fait. On les met là pour... Après, c'est aussi parce que ça allait... c'était en fonction de la pièce, bien entendu. Et je pense que ça m'a protégée, oui, au bout du compte. D'abord parce que le fait de commencer la pièce par un leader dans la danse, c'est-à-dire dans le noir, faire entendre un leader de Schubert dans une salle de théâtre où les gens viennent voir de la danse, c'était une gageure, parce que on fait pas ça, enfin on fait ça peut-être au théâtre, mais pas dans la danse, on faisait pas ça. Et de terminer la pièce aussi par un leader où rien ne se passe et où on l'écoute jusqu'au bout, quoi. Cette patience-là, je pense qu'elle est très beckettienne. Et d'ailleurs, il y a des directeurs de salle qui m'ont dit à un moment donné, tu devrais enlever le leader de la fin parce que les gens applaudiraient beaucoup plus vite, enfin, etc. Enfin, donc c'est une résistance aussi de faire entendre ces leaders en amont et en aval de la pièce, comme pour bien la poser à un certain endroit de patience et d'écoute. Alors on vous écoute justement, Maggie Marin, c'est un extrait du film de David Mambouche, on vous écoute à un moment de transmission, de répétition. Pas besoin d'ouvrir la bouche, chaque fois. Regarde, juste je voudrais que vous regardiez une seconde là, ce qui se passe ici, là. Vous voyez ? Je vois pas ça ici. Et c'est très animal comme ça. Il faut avoir envie de le dire, de dire quelque chose. Regarde-lui, c'est dis-lui quelque chose. Il faut qu'on sente que c'est dur à sortir. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est chaque fois dur. À toi. Et oui. Oui. C'est ça. À toi. Voilà, c'est ça. La technique, c'est une chose, mais c'est comme si il a vraiment cette image de vouloir dire quelque chose et de ne pas y arriver. Et c'est ça qui lui fait trouver le son. C'est ça qui lui fait trouver le son. Donc ça demande chaque fois de réattaquer. Refaites-le une fois tous ensemble. Un extrait de Maggie Marin, L'urgence d'agir, signé David Mambouche, alors que vous transmettez Maybe, répétez Maybe vraiment dans tous les sens du terme. Dans le film David Mambouche, vous dites à votre mère « raconte-moi », enfin, vous commencez par lui dire ça. Comment vous a-t-elle raconté Maybe ?
on a pris le temps en fait de parler de ça depuis pas mal d'années d'ailleurs, de parler de la pièce, de parler de ce qu'elle signifiait, de parler de ce qu'elle avait signifié aussi pour toutes les personnes qui l'ont. Il y a 90 interprètes qui l'ont dansé, des gens qui sont passés, qu'on a perdu de vue, qu'on retrouve, d'autres qui sont morts depuis. Donc c'était pas que c'était pas que ma vie, c'était pas que une partie de la vie de ma maman, mais c'était aussi la vie de beaucoup de gens qui nous entouraient, et pas que des gens qui étaient de la génération de ma mère, mais aussi des gens qui étaient de ma génération, qui ont grandi aussi à côté de moi et qui se sont retrouvés dans Maybe aussi, comme ma sœur ou la fille d'une autre danseuse. Enfin, donc c'est cette discussion sur les fils, les chemins croisés en fait, les vies qui se croisent pour des temps donnés, qui a fait naître, je pense d'abord l'envie de ce film en fait, comme pour justement laisser trace de ce chemin-là, de ce chemin de ces 37 ans-là en fait. Entre autres depuis la création de Maybe, et aussi bien sûr la question politique et la façon dont le monde, et en particulier la culture, mais pas que, était dans les années 80 un véhicule pour l'émancipation, un véhicule pour l'expression, pour un véhicule populaire aussi, qui était censé tout d'un coup, qui participait d'une utopie humaine. D'éducation, voilà, et comment cette chose-là, c'est petit à petit, avec toute une politique qui a été mise en place au fil des années et qui aujourd'hui atteint des dimensions terribles. Voilà, donc c'était aussi ça que je voulais montrer aussi, c'est-à-dire à l'intérieur de ça, l'urgence d'agir, elle était toujours présente, et elle est toujours et plus que jamais importante, quoi. « 1993, la reprise de Bowie, The Man Who Sold the World par Nirvana, bien an avant la mort de Kurt Cobain. Kurt Cobain, héros qui traverse votre premier roman, Les cosmonautes ne font que passer, Elitsa Georgieva, paru chez Vertical en 2016 et qui paraît aujourd'hui en folio. Kurt Cobain, second héros, on pourrait dire, d'une enfance bulgare coupée en deux par la chute du mur de Berlin. Donc, acte 1, enfance versant Bulgarie soviétique, où l'enfant que vous êtes, petite fille d'un communiste émérite, se donne pour mission de devenir Yuri Gagarin. Et acte 2, Bulgarie toujours, mais versant transition démocratique et MTV, où l'adolescente que vous êtes se donne pour mission de devenir Kurt Cobain, ou éventuellement un minima punk, 2 échecs, donc on peut le dire, et 2 morts violentes par ailleurs, l'un et l'autre de ces 2 héros. Qu'est-ce que vous devez à Kurt Cobain pour qu'on le retrouve, même lointainement, dans cette pièce écrite à 4 mains avec le chorégraphe Philippe Lafeuille pour le festival Concordance, ou dit autrement, c'est quoi Kurt Cobain en fait, pour vous? Kurt Cobain, c'est en effet, comme vous le dites, déjà l'héros de mon adolescence, et pas que de la mienne, puisque je pense qu'on a tous été marqués par... Celle de David Mambouche aussi, en écoutant, parce que vous êtes de la même année tous les deux. On est de la même année. Nés en 82 les deux. A priori, on était tous les deux grunge, donc...
Et c'est vrai que ça a été, dans mon roman, c'est une manière aussi d'amener cette nouvelle époque qui suit le désenchantement après le communisme, et qui est une époque très mouvementée, et où les héros ne sont plus du tout souriants, mais ils sont complètement désespérés et désenchantés, un peu comme Kurt Cobain, qui était, voilà, à part d'être une star, c'était aussi quelqu'un qui représentait une autre figure, un autre type de héros qui était plus du tout héroïque au sens où on pouvait les concevoir avant. Comme par exemple Gagarine. Devenir Gagarine, c'était devenir quoi ? Gagarine, c'était plus quelqu'un, qui a été beaucoup utilisé par la propagande, donc c'était plutôt un symbole. En tout cas, moi, je l'avais vécu comme ça dans la vraie vie, puisque c'était déjà quelqu'un qui, comme dans la vraie vie, mon école s'appelait Yuri Gagarin. C'était quelqu'un qui était venu planter un sapin, donc c'était pas tout à fait très concret pour moi. Planter un sapin dans l'école, hein. Oui, dans l'école. C'était une sorte de rituel des cosmonautes à l'époque communiste. Oui, que faisaient les cosmonautes quand ils avaient du temps libre. Et du coup, c'est vrai que moi, j'étais complètement déconnectée de la vraie action héroïque telle que l'avaient vécu mes parents, qui était le premier vol spatial, qui est quand même quelque chose de très important. C'est vrai que nous, dans notre génération, ça a été plutôt quelqu'un qui a été, qu'on avait un peu utilisé pour la propagande communiste, et qui par la suite donc a été un petit peu puni entre guillemets par la nouvelle époque, qui voulait se débarrasser de tout ce qui était communiste, justement de tous les symboles de la propagande, et donc il a été le premier concerné, puisque c'était quand même un peu celui qui incarnait toute cette idéologie, en fait, qui portait en tout cas ce rêve du progrès humain. Alors de la Bulgarie, vous dites que c'est un pays qui n'a pas de bol, hein, qui non seulement n'a pas de bol, mais reste un pays, disons, plus ou moins invisible, ou en tout cas mal connu, ou le mal connu, ou l'invisible des pays de l'Est. Hein. Autrement dit, un réservoir à fiction. Tout à fait. Pour moi, c'est un peu une chance aussi de venir de Bulgarie, puisque ça ne veut tout rien dire pour les Français. Donc, je peux à chaque fois raconter une nouvelle version de la Bulgarie. Alors, ça veut dire pour David Mambouche, dont la grand-mère était bulgare. Voilà, encore une correspondance, une coïncidence. Oui, mais bon, donc vous avez une idée un petit peu de la Bulgarie peut-être, mais c'est quand même une grande exception en France. Et c'est vrai qu'on est souvent renvoyé à des clichés, et c'est d'ailleurs un petit peu le choix que j'ai fait pour Concordance aussi, de décrire sur l'un des clichés, qui est celui des femmes qui se prostituent. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un pays qui n'a pas de bol ? C'est un pays qui se construit tout le temps dans un sentiment d'échec qui est à un niveau assez national, on va dire, et commun, un collectif. C'est-à-dire que c'est un pays qui a échoué dans l'histoire plus contemporaine, plus récente, on va dire, qui autrefois était un grand pays avec une grande culture, et aujourd'hui, depuis quelques siècles, se trouve un petit peu piégé par l'histoire. Et donc, c'est vrai qu'en plus, je viens d'une génération j'ai grandi dans un moment où la société se libérait d'une dictature, donc ils cherchaient un peu une nouvelle voie, et malheureusement, la transition démocratique a été pour beaucoup aussi a amené un sentiment aussi d'échec ou de déception en tout cas. Qui a été très longue, qui a été l'une des plus longues du bloc de l'Est. C'est une des plus longues transitions démocratiques, ça a duré presque 10 ans, mais on peut même pas forcément dire à quel moment ça s'arrête, et malheureusement les problèmes de cette crise sont toujours très très présents dans la politique bulgare comme dans d'autres pays en Europe de l'Est. Mais voilà, donc c'est ce sentiment-là de ne pas être de côté des gagnants, quoi. Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manou Farid. Alors, Plague 92, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le... Plague 92. C'est Plague 92, c'est le nom de la pièce que vous signez donc à quatre mains pour le festival Concordance, et c'est à partir du 19 mars. Sur quelle intuition cette rencontre avec Philippe Lafeuille a-t-elle eu lieu ? Alors, je dis très très rapidement Philippe Lafeuille, qu'on connaît notamment à la tête de la compagnie Chicos Mambo. Je pense à la pièce Tutu, parce que c'est celle qui est la plus récente dans mon esprit, et qui, alors lui, pour le coup, pour déconstruire à l'envers de vous, Maggie Marin, poussait tous les curseurs de la danse à leur maximum, à fond même. Sur quelle intuition cette rencontre s'est-elle faite ? Parce que je pense pas que ce soit vous qui ayez choisi. Je sais pas comment ça marche Concordance, mais je crois qu'en fait on vous met
En duo. Oui, c'est pas moi qui ai choisi. En effet, c'est le rôle et je pense que le désir de l'organisateur de Concordance, Jean-François Munier, qui lui choisit les duos. Et donc, selon, voilà, c'est lui qui connaît nos travail et nos travaux et donc il décide qui pourrait aller avec qui. Donc voilà. Pour moi, ça a été une surprise très agréable puisque c'est vrai que Philippe Lafeuille, c'est quelqu'un qui a un style tout à fait baroque, burlesque, et donc au départ, à vrai dire, j'étais un petit peu inquiète avant de voir la pièce, puisque quand on nous met dans des cases de comique, c'est un petit peu compliqué, puisque l'humour est quelque chose qui est très très important pour moi. Mais justement, du coup, je suis un petit peu exigeante quand je vais voir des choses. Enfin voilà, l'humour est quelque chose qui est difficile parfois à partager. Et je pense qu'on s'est quand même bien retrouvé dans cette création, puisque voilà, c'est vrai moi aussi, je peux trouver quelque chose d'un peu plus léger. Enfin, c'est vrai qu'on est, même si et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais moi aussi j'ai été très très influencée par Beckett quand j'étais adolescente et c'est une référence très importante. Mais c'est vrai que là, bien qu'on entre dans cette création d'ailleurs par un dialogue un petit peu beckettien, un petit peu qui n'avance pas, qui est un peu bloqué comme ça. Est-ce que je peux le lire, hein? Oui. Oui. Alors, en fait, on entre sur le plateau avec ce bout de dialogue qui amorce la pièce. Est-ce que ça se voit? Tu trouves que ça se voit? Non, ça ne se voit pas du tout. Peut-être aussi, parfois, quand tu mets ta main comme ci ou comme ça. Ma main, voilà comment s'amorce sur un dialogue, comment s'amorce la pièce. Oui, on voulait en fait travailler à partir de ça, en fait, de ce qui est visible et de ce côté un petit peu étrange, en fait, cette question de est-ce que ça se voit, mais de quoi on parle, et selon les différents contextes, enfin, disons que ça n'est jamais vraiment fixé dans une seule problématique, mais on peut sous-entendre différentes choses, peurs, par exemple, on pourrait imaginer qu'il s'agisse de la posture d'un homme, et est-ce que ça se voit, est-ce qu'il est trop féminin, donc est-ce que cette question, est-ce qu'elle ne cache pas une peur d'être agressée pour cette raison-là? Enfin, il y a un texte quand même qui devient de plus en plus concret, en fait, c'est un peu le mouvement de la performance, où il y a une histoire quand même qui se dessine, et on comprend petit à petit que c'est l'histoire d'une femme bulgare qui se prostitue. Mais ça ne se voit pas du tout, justement, puisqu'elle est assez âgée, elle est assez forte, et c'est pas du tout ce qu'on imagine, en fait. Enfin, ça ne correspond pas, en tout cas, à l'image qu'on se fait des prostituées. Et aussi, il y a cette idée-là que une femme qui avance dans l'âge n'est peut-être pas, on s'y attend pas, en tout cas, qu'elle va utiliser son corps pour encore séduire, le mettre en avant et gagner sa vie. Pour moi, ce dialogue qui dure comme ça, sans qu'il soit forcément, qui revient comme une boucle, en fait, et qui devient un peu oppressant aussi par moments, c'est une manière, en tout cas, de questionner, voilà, de qu'est-ce qui nous renvoie encore et vers quel stéréotype on peut aller quand on a une mauvaise lecture de l'autre. Mais après, c'est vrai que j'avais envie quand même de devenir un peu plus, concrète, de ne pas rester que dans ce dialogue et de faire le portrait de cette femme qui est par ailleurs quelqu'un qui existe vraiment, mais que j'ai beaucoup réécrit. Et c'est une femme qui a beaucoup de recul sur elle, mais qui souffre en même temps, puisqu'en fait, déjà à la base, elle vient d'une minorité en Bulgarie où elle a vécu beaucoup de discrimination et de violence conjugale. Et en fait, la prostitution est pour elle une manière aussi de s'émanciper de cette position-là, même si c'est un métier, si on peut dire ça, qui est extrêmement difficile. Mais c'est aussi une manière quand même de trouver une autre voie, de se réinventer, de se réapproprier son corps. Et c'est un petit peu de ça qu'il est question aussi dans cette performance. Et c'est aussi mettre sur le plateau ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire ce cliché, autrement dit, être une fille venant de l'Est, être une fille bulgare venant de l'Est, ça vous assigne à un corps? Oui, bien sûr. D'ailleurs, moi-même, surtout au début, quand je suis arrivée il y a une vingtaine d'années en France, c'est vrai que j'étais beaucoup renvoyée déjà à ce cliché qui, au départ, m'énervait, puisque c'était souvent quand même des remarques clairement sexistes, du genre, t'es une fille de l'Est, et ça sous-entendait plein de choses. Et en même temps, aujourd'hui, ce qui m'énerve beaucoup plus, en fait, c'est au contraire le regard qu'on porte vers ces femmes, dont la voix n'est jamais entendue, en fait. Et donc, ça permet qu'on projette un tas de choses sur elles, ça permet qu'on les caricature, qu'on les diabolise, mais aussi qu'on les victimise et qu'on les voit en fait comme des espèces de
enfin, en Bulgarie, c'est un peu la honte du pays. Enfin, elles sont considérées comme ça. En France, voilà, de toute façon, on les entend jamais, quoi. Elles sont complètement invisibles. Je rappelle que nous sommes le 8 mars, donc Journée internationale des droits des femmes. Vous avez évoqué rapidement, brièvement, Eliza Georgieva, l'importance de Beckett, justement. Alors, y compris pour ce dialogue-là que je viens de lire, ce petit bout de dialogue, l'importance de Beckett durant votre adolescence, ou en tout cas, vous avez été lectrice adolescente de Beckett. Qu'est-ce qu'il vous en reste, hein? Alors moi, j'étais d'ailleurs pas spécialement lectrice, j'étais spectatrice, j'allais tout le temps au théâtre quand j'avais 14 ans, j'étais très très fascinée par le théâtre et c'est vrai que j'avais découvert un peu par hasard En attendant Godot et moi aussi d'ailleurs, enfin à 14 ans, je pense que je n'ai sans doute pas tout à fait tout compris, mais j'étais immédiatement touchée par cet univers-là et en fait je pense que j'étais très sensible à ce côté empêcher en fait des personnes qui sont là et qu'on comprend pas très bien pourquoi ils sont là et pourquoi ils peuvent pas avancer. Et j'étais assez sensible à cet endroit-là. Donc je suis très fascinée aussi par ce que vous faites, Maggie Marin, puisque je trouve ça assez courageux aussi de faire une chorégraphie à partir d'une telle condition du corps. Maggie Marin, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, j'écoute et je vois bien plein de choses qui sont similaires en fait sur le fait de pas comprendre forcément j'étais en train de réfléchir par exemple, je crois que ça aussi c'était une des choses qui m'a beaucoup frappée, c'est que effectivement, c'est comme si les choses n'avançaient pas dans les pièces de Beckett. Et il y a la narration, en fait, elle l'amène pas quelque part. On n'a pas une histoire qui va commencer avec un développement et puis une fin, heureuse ou malheureuse. Non, ce sont des situations qui sont constamment en train de se répéter un peu différemment, un peu pareil, et ça n'arrête pas de patauger, quoi, dans la semoule. Et ce qui est assez beau, moi je trouve aussi, c'est justement la question de la boucle et de la répétition, enfin du fait qu'on y revient plein de fois. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez, enfin cette question de qu'est-ce qu'un pays qui n'a pas de bol. Enfin, j'y reviens puisque c'est pas rien aussi de découvrir Beckett dans un tel contexte où justement la transition démocratique, c'était aussi un moment où tous les problèmes ne se réglaient pas. En fait, on était dans un moment où en fait on était aussi empêché d'avancer alors qu'on avait au départ l'impression d'atteindre un grand rêve. Donc c'est vrai que je suis particulièrement sensible à ça. Et d'ailleurs, il y a une phrase dans Fin de partie que j'aime beaucoup citer c'est l'un des personnages qui dit « Rien n'est plus drôle que le malheur ». Et c'est vrai qu'on a vraiment pour moi, ça explique un peu l'humour noir aussi en Europe de l'Est qu'on a, en fait, puisque c'est à la fois, en effet, enfin, tout ce qui nous reste, c'est un petit peu, on ne peut que se moquer et essayer d'en rire de cette situation où on est, en fait, une situation qui n'avance pas. Alors sur cette question justement de la situation qui n'avance pas, ou de patauger dans la semoule, ou de l'écart, ou de ne pas être forcément à la bonne place, Eliza Georgieva, vous êtes cinéaste d'abord, enfin vous avez commencé par une formation, donc ça on passe d'abord par l'image, mais vous êtes aussi écrivaine, mais vous êtes aussi performeuse, donc enfin vous faites des performances, vous faites des conférences performances. Il y a également cet écart qu'il y a dans la langue, hein, puisque vous écrivez en français, donc qui n'est pas votre langue. Je pense à votre premier roman où il y avait aussi une sorte de décalage, puisque c'était un roman qui était écrit au tu, qui marquait une certaine distance, qui était aussi un roman qui donnait la parole à une enfant, donc il y avait un travail sur une autre langue encore qui n'était pas la vôtre, qui était celle d'une enfant. Même chose pour la deuxième partie du roman où c'était une adolescente qui prenait la parole, donc il y avait encore un travail d'une langue autre, hein, qui était celle de cette adolescente, qui n'était pas la vôtre. Donc il y a en permanence cette sorte de décalage. Est-ce que c'est une façon pour vous, au fond, de ne jamais être à votre place, ou au contraire, de l'être partout? Et est-ce que cette position-là, elle ne serait pas liée justement à cette enfance en Bulgarie? Oui, c'est un très beau résumé. Enfin, je pense que je suis assez sensible à l'idée, en tout cas, que d'être à plusieurs endroits à la fois et de avancer avec tout ce que je fais, de toutes les différentes disciplines, on va dire. Et c'est vrai que j'associe beaucoup l'image à l'écriture. En même temps, je suis entre deux langues. Et c'est aussi un endroit qui est un peu, c'est entre deux aussi. Mais j'essaye, enfin donc à la fois ça peut être extrêmement difficile d'avancer comme ça puisqu'on n'est pas sur une seule ligne, donc on
on est sur plusieurs, donc on est aussi un petit peu empêché d'avancer aussi vite qu'on le souhaite. Et en même temps, c'est une manière aussi du coup de brasser dans plein d'endroits. Et pour moi, je pense que c'est assez important puisque, par exemple, le cinéma est complémentaire à la littérature puisque c'est ce qui m'oblige. Enfin, je suis beaucoup plus tournée vers le monde quand je suis cinéaste, alors que l'écriture, pour moi, c'est une posture plus de repli où j'écris. D'ailleurs, je suis plus souvent amenée à explorer les écritures autobiographiques, alors qu'en cinéma, au contraire, j'ai commencé par le documentaire et de travailler avec des archives, avec les paroles des autres, avec de filmer les autres aussi, etc. Donc, je pense que les deux sont enfin, pour moi aujourd'hui, je ne peux pas les dissocier puisque c'est ce qui m'aide aussi à m'enrichir, de sortir de ma bulle et de justement sans cesse essayer de réinventer quelque chose qui pourrait moi-même me surprendre aussi. C'est ça aussi de choisir la langue française. Alors vous avez même, dans une performance, vous avez même ce que vous appelez une théorie du Borch à ce sujet. Oui, c'est avec une autre auteure qui s'appelle Aliona Glukova. Et en fait, sur qui je fais aussi mon prochain film. Ça concerne la question aussi de l'écriture en langue étrangère, ou en tout cas, qu'est-ce que ça implique de réinventer sa propre enfance par l'écriture, mais qui en plus n'est pas dans la langue de notre enfance. Donc c'est quand même c'est un petit peu schizophrène quelque part. Je dois avouer que moi-même j'ai vécu ça en écrivant mon roman et directement en français, mais ensuite j'ai participé dans la traduction en bulgare et j'ai compris qu'en fait c'est vrai qu'on est quand même à plein d'endroits à la fois et qu'on traduit sans cesse et qu'au final, peut-être cet espace où on évolue, peut-être que les théories du Borch, c'est en fait juste une manière de vivre sans cesse dans la traduction de plusieurs mondes, de langues, disciplines. Enfin voilà, encore une fois, c'est être à la fois à plein d'endroits. Qu'est-ce que c'est que la théorie du Borch ? Ah non, mais la théorie du Borch, c'est quand même cette démarche-là de essayer de construire quelque chose de très sérieux et théorique. Parce qu'on nous a beaucoup amené à nous questionner à expliquer notre démarche d'écrivaine en langue étrangère. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on s'est rendu compte qu'au final, il est difficile de construire une seule théorie. J'ai beaucoup lu d'ailleurs des chercheurs qui sont allés vers d'autres écrivains. Et c'est vrai que chacun, au final, on se dit, mais en fait, pour chaque personne, c'est tellement personnel qu'il est quand même extrêmement difficile d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un écrivain qui n'écrit pas dans sa langue. Je pense qu'on pourrait peut-être en faire une vraie théorie scientifique, mais je trouve ça très difficile. Donc pour nous, avec Aliona, c'était une manière de se moquer gentiment avec cette démarche-là et en fait de parler de quelque chose de complètement incongru qui est la préparation d'un borsch, incongru et très banal. Très vite, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord puisque chacun son borsch, donc chacun sa démarche aussi. Vous avez dit que le livre a été donc traduit en bulgare, que vous avez participé à sa traduction. Et j'imagine que le chemin du retour vers la langue maternelle n'a pas été simple. Et je me demandais ce que vous aviez fait dans la traduction de cette étrangeté à la langue française, qui est donc dans le livre originel. Je pense par exemple à l'usage d'idiomes communistes ou d'expressions bulgares qui prennent un tour très étrange en français. Je pense par exemple à l'un des titres du chapitre qui est « Ta mère la patrie ». Qui est un terme qui revenait beaucoup dans les discours et qui en français prend un tout autre sens. Quand on dit ta mère la patrie, évidemment ça prend un sens comique, insultant, etc. Enfin c'est pas la même chose. Comment faire retomber le roman sur ses pattes dans cette langue bulgare qui donnait son étrangeté à la langue française. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, c'était toute la question. Moi, j'ai énormément travaillé à partir j'ai vraiment récupéré dans des écoles des anciens manuels communistes où j'ai extrait ces textes de propagande, ces discours en fait, et j'ai essayé de travailler sur le discours de propagande et forcément en le traduisant en français, ça avait des résonances avec d'autres discours, d'autres registres de langage, et évidemment que ça a été toute une c'était une manière aussi de s'en amuser. Après, c'est justement, c'est cette histoire de écrire dans une autre langue, ça ne peut pas être que des contraintes, il y a aussi un avantage. Donc c'est justement, je pense que passer dans une langue et prendre conscience de quelle autre résonance peut avoir un idiome, ça permet aussi de le travailler ensuite dans la traduction et de trouver un autre équivalent en bulgare. C'est-à-dire que de trouver un autre jeu de mots qui va faire résonance avec l'imaginaire bulgare, la langue bulgare. Je ne sais pas si c'est assez clair puisque c'est très technique, mais là, typiquement avec Ta mère la patrie,
patrie, c'est sûr qu'on peut trouver, enfin, si on l'extrait tel quel et on le traduit en bulgare, on peut trouver aussi un équivalent du côté insulte ou du côté drôle, en fait, de cette formulation. Maggie Marin, David Mambouche, Eliza Georgieva, merci à tous les trois. C'est déjà la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à vous, à toutes et à tous. Alors, de quoi on parle? Je pense que ta grand-mère est partie avant le communisme. Oui. Mais en même temps, elle est partie dans un moment de transition aussi. Exactement. Donc, c'est vrai que moi, parfois, quand je donne le roman, quand il est lu par des personnes plus âgées, ça les envoie souvent à leur enfance et à ce qu'eux, ils ont pu vivre avec la guerre, puisque la fin du régime communiste était tellement radicale que c'est un peu comme après une guerre, en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'était un peu dans cet même état. De questionnement, Mais elle est revenue en Bulgarie, en plus, ta grand-mère. Oui, puis elle avait encore de la famille oui. là-bas. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, quand on parlait de l'immobilité beckettienne, enfin de cet empêchement beckettien, là, en fait, je me disais, mais c'est toujours, tout est comme ça, en fait. L'histoire est entièrement comme ça. Les guerres se répètent, et puis en fait, c'est toujours les mêmes trucs qui se passent. En montant le film aussi, j'avais cette impression qu'en montant des archives, en fait, en regardant des archives sur 40 ans, je revoyais des images de manifestations en France en 95 qui étaient exactement au moment où je les montais, celles qui étaient en train de c'était les cheminots, et il y avait les cheminots, mais c'était incroyable. Quoi. Ah oui, mais il faut vraiment que je t'envoie mon film parce que c'est un film d'archives, en effet, et c'est ce qu'on voit, on voit les premières manifs en 89, hein, les premiers actes de liberté, etc. Et ça fait énormément penser à ce qu'on peut vivre aujourd'hui, et même toutes les questions sur la démocratie, par exemple, reviennent tout à fait aujourd'hui avec tout ce qu'on a pu vivre. Déjà, moi, je l'ai monté en plein nuit debout, mais ça continue toujours, en fait. Donc, c'est marrant, l'histoire se répète. On attend toujours Godot. Mais pas tout à fait de la même façon. Non. Quand même. Non, ça se répète toujours avec un décalage. Avec un petit bien sûr. Je suis d'accord. Sinon, ça serait désespérant. Bah oui. Non, il y a toujours, sinon, il y aurait des petits décalages qui donnent des ouvertures qu'après s'ouvrent pas forcément, mais en tout cas, ça laisse envisager des choses quand même. Sinon, ça serait épuisant. Enfin. En tout cas, vous êtes plus optimiste que Beckett. Oui, c'est vrai, oui, mais je suis une femme aussi. Hein. Ouais. Je pense que on a un truc, je me semble comme ça. Je ne veux pas être de parti pris, mais le fait même que je suis pas sûre, Beckett n'avait pas d'enfants, non. Le fait de faire des enfants dans ce monde-ci, c'est qu'il faut avoir une certaine joie en soi pour pouvoir porter ça. Ouais, je pense.